Vous avez déjà forcément croisé ces poupées. Peut-être même est-ce que vous en aviez quand vous étiez petit, ou alors vous connaissiez forcément quelqu'un qui en avait toute une collection. Aujourd'hui, je vous raconte leur histoire. L'histoire d'une poupée qu'on a forcément déjà croisée, l'histoire d'un créateur fauché qui devra piloter un business mondial, et surtout, l'histoire d'une lutte internationale, plusieurs milliards de dollars. Juste avant de commencer, l'histoire que je vais vous raconter est énormément tirée du travail de Zachary Crockett pour la newsletter The Hustle. The Hustle, c'est une newsletter quotidienne qui parle de business et des grandes actus dans le monde de la tech. Ça fait partie des rares newsletters à laquelle je suis abonné et que je lis vraiment tous les jours, ou quasiment. Elle est gratuite évidemment. Je vous mets le lien de la newsletter en description, vous pouvez vous y abonner. Et je vous mets aussi le lien du travail de Zachary Crockett en description si vous voulez aller le voir. Il y a plein de détails un petit peu croustillants sur l'histoire que je vous raconte et ça vaut vraiment le coup d'aller regarder. Merci à eux pour ce travail et maintenant que ça s'est dit, on peut y aller. Thomas Dam est né en 1915 à Göl, c'est une petite ville qui est au nord du Danemark, dans une famille extrêmement modeste. Il a une jeunesse ultra normale et comme tous les enfants de son âge, il passe son temps à tailler des bouts de bois et à raconter des histoires qui font peur sur des poupées qui seraient quelque part dans la forêt ou dans les montagnes. On ne sait pas grand chose de la jeunesse de Thomas et le temps passe, il devient boulanger à une femme et 2 enfants. Seulement la Seconde Guerre mondiale éclate et les affaires de Thomas ne vont vraiment pas bien du tout. Tant et si bien qu'il ne peut pas offrir de cadeau d'anniversaire pour sa fille et ça lui brise le cœur. Heureusement, Thomas est travailleur et il se souvient des poupées qu'il confectionnait quand il était petit en taillant du bois, alors il décide de faire la même chose. Il va passer ses nuits à façonner une poupée qu'il va pouvoir offrir à sa fille. D'ailleurs, l'anecdote dit que pour le visage de cette poupée, il aurait pris modèle sur le boucher de la ville, à qui il devait de l'argent et avec qui il n'était pas en super bon terme. Bref, il offre cette poupée à sa fille et le succès est immédiat, elle l'adore et elle va l'emmener partout avec elle. Très vite, les autres enfants de Göl vont vouloir exactement la même poupée. Thomas a alors une idée, il va commencer à vendre celle-ci en faisant du porte-à-porte. Il commence dans sa ville, puis va à Aalborg, qui est la grande ville juste à côté. Il en vend pas mal, et surtout il passe énormément de temps à les produire, puisqu'il voulait que chaque poupée soit vraiment parfaite et d'une qualité optimale. Seulement, la demande ne faiblit pas, alors il va devoir aller un petit peu plus loin. Il investit dans un premier atelier, et il va changer ses méthodes de production. Au lieu de faire les poupées une par une, il va faire un moule en céramique pour pouvoir les faire en série. Il va habiller ses poupées de vêtements en feutre et il va utiliser de la peau de mouton pour les cheveux des poupées. Vous verrez, ce détail a de l'importance un petit peu plus tard dans l'histoire. Ça paraît facile dit comme ça, mais c'est véritablement un travail qui l'obsède. Il va passer des heures et des heures à perfectionner le visage des poupées, le design, avant d'en faire un moule en céramique, puisque une fois que le moule est fait, c'est pour toute une série, donc il veut vraiment que tout soit nickel. Il crée enfin son entreprise, qu'il va appeler Dam Things, et appelle ses poupées les Good Luck Trolls, qu'on pourrait traduire par les poupées de la fortune ou les poupées de la chance. En 1959, l'entreprise de Thomas a bien grandi, puisqu'il vend maintenant 10 000 exemplaires par mois juste au Danemark, et il va vouloir aller beaucoup plus loin. C'est le début de l'ascension. En 1961, il commence les exportations aux États-Unis et ça prend direct. En à peine 2 ans, il aura vendu 2 millions de poupées sur place et aura fait affaire avec une entrepreneur qui aura embauché 20 vendeurs à plein temps juste pour ses poupées. Il fait aussi affaire avec une entreprise sur place qui s'appelle Royalty Design, juste pour produire les poupées et pas avoir à les exporter, et c'est un succès considérable. Les ventes atteignent très vite les 2 millions de dollars par an, ce qui, en prenant en compte l'inflation, représenterait aujourd'hui 17 millions de dollars. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'il utilisait de la peau de mouton pour faire les cheveux des poupées? Bien en 1964, l'entreprise de Thomas produisait tellement de poupées qu'il aurait utilisé l'intégralité de la production de peau de mouton d'un pays comme l'Islande. Les années 60, c'est aussi le moment où les poupées vont vraiment s'inscrire dans la culture populaire et devenir une sorte de gris-gris. Par exemple, une équipe de natation aux États-Unis a dit avoir gagné 10 compétitions d'affilée après avoir adopté une poupée comme mascotte. De la même manière, Betty Miller, qui est la première femme pilote à avoir traversé l'océan Pacifique en solo, l'a fait en amenant avec elle une poupée. Elle a aussi amené cette poupée à la Maison Blanche, juste après avoir réalisé son exploit. On pourrait dire que c'est un succès incroyable pour Thomas et qu'il vit un moment de gloire sans pareil, et ce serait pas tout à fait faux. Seulement, avec chaque succès viennent les problèmes.
que la demande pour ces poupées explose, des imitateurs arrivent sur le marché. Alors bien sûr, Thomas avait protégé le design de sa poupée, et il décide d'attaquer ses imitateurs en justice en 1965. Le problème, ça ne marche pas. Selon le tribunal, la protection du design n'a pas été très bien faite, et donc du coup elle ne s'applique pas, les poupées sont dans le domaine public, et tout le monde peut les faire. C'est la douche froide pour Thomas. Lui qui a passé des mois et des mois à perfectionner sa poupée, à dessiner chaque trait de leur visage pour qu'elle soit vraiment parfaite, il voit la majorité de sa création lui filer entre les doigts et il ne récupère que des miettes. Et quand je vous dis ça, c'est pas comme s'il y avait que quelques poupées qui étaient vendues par des imitateurs, on parle bien de plus de 80% du marché qui a été récupéré par d'autres entreprises que celle de Thomas. Abattu, il décide de se retirer des États-Unis et au final ce seront tous ses imitateurs et concurrents qui récupéreront la majorité du marché. On avance un peu dans le temps et on arrive dans les années 80. Entre-temps, la folie des poupées s'était un petit peu dissipée, un peu comme toute mode. Un entrepreneur américain, Steven Stark, est de voyage au Danemark et il remarque les poupées de Thomas. Il décide alors de prendre contact avec lui et lui propose un nouvel accord de distribution aux États-Unis, qu'il accepte évidemment. Son timing est on ne peut plus idéal, parce que les mêmes personnes qui ont joué avec ces poupées en étant enfants ont maintenant des enfants à qui ils cherchent des jouets à offrir. Autrement dit, les adultes qui jouaient avec ces poupées vont offrir la même chose à leurs enfants, et c'est à nouveau la folie des poupées, non seulement chez les enfants, mais aussi chez les adultes, puisque ces adultes ont maintenant accès à de l'adult money et vont pouvoir dépenser tout leur argent dedans. Il y a donc des collectionneurs, des foires, des échanges, et même un musée qui ouvre avec près de 8000 poupées à l'intérieur. Clairement, je n'y aurais jamais mis les pieds. Quoi qu'il en soit, le business tourne très bien, mais c'est toujours le même problème. Au début des années 90, les 3 plus gros producteurs de poupées ont récupéré 700 millions de dollars, ce qui représenterait à peu près 1,5 milliard de dollars aujourd'hui, mais l'entreprise de Thomas n'en récupère que des miettes. Thomas Dam n'était pas là pour voir cette deuxième folie des poupées, puisqu'il est mort en 1989 d'un cancer, mais ses héritiers ont bien essayé de faire perdurer son héritage. En 1996, l'Uruguay Round Agreement Act a permis de faire à nouveau entrer le design des poupées dans le droit américain et donc à l'entreprise de virer tous les imitateurs. Le problème c'est que c'était la fin de la vague et donc plus aucune poupée se vendait quasiment. Il y a bien eu des tentatives pour raviver cette tendance au cours des années 2000, mais elles ont toutes échoué. Au final, les héritiers de Thomas ont décidé de vendre la franchise à DreamWorks en 2012 pour un montant non communiqué. DreamWorks en a fait un court-métrage en 2016, et les entrées au cinéma de ce court-métrage et la vente de produits dérivés auraient rapporté à DreamWorks à peu près 1,5 milliard de dollars. C'est la fin de cette histoire, en tout cas pour aujourd'hui. Elle mêle mouvement culturel et entrepreneuriat. Elle est l'histoire d'une entreprise qu'on dirait bootstrappée et qui a quand même réussi à produire des millions de poupées et qu'on a tous déjà vu une fois. C'est aussi la triste histoire d'un créateur qui n'a jamais pu vraiment savourer son succès. Encore une fois, j'ai adoré cette histoire, elle a été publiée dans The Hustle et donc je vous remets le lien de tout ça en description. Allez y jeter un coup d'œil, j'espère que ce format vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format d'histoire d'entrepreneuriat. Si ça vous plaît, j'essaierai bien sûr d'en refaire. Je vous souhaite le meilleur, à bientôt, salut.